À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier pour faire le point, en particulier sur le dossier iranien et sur l'option d'un accord entre Washington et Téhéran. Et oui, effectivement, Ilana, côté israélien, on est généralement sceptique quant à la probabilité d'un tel accord entre les États-Unis et l'Iran. Certains experts israéliens considèrent que l'Iran n'acceptera jamais de compromis qui repose sur le document d'une page qui a été rédigé donc par les Américains. Et hier, à l'ouverture de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale, Binyamin Netanyahou s'est montré rassurant. Il a affirmé qu'il y avait toujours une étroite coopération entre lui et le président Trump. Selon le Premier ministre, Israël et les États-Unis ont actuellement le même objectif prioritaire, garantir d'abord le retrait des 440 kg d'uranium enrichi vers l'étranger et réduire également à néant les capacités d'enrichissement de l'uranium par les Iraniens. Nous restons prêts à tout cas de figure, a dit le Premier ministre. Israël est plus fort que jamais, tandis que l'Iran, elle, est plus faible que jamais, a dit Binyamin Netanyahou. Alors qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de cet accord de principe qui semble se profiler à l'horizon ? Alors on sait qu'il s'agit d'un accord rédigé donc par les Américains en plusieurs points sur une seule page. En particulier, les rédacteurs sont Jared Kushner et Steve Witkoff. Les principaux points de cet accord: la sortie des quelques 440 kg d'uranium enrichi à 60% du territoire iranien, le gel de l'enrichissement de l'uranium pour les 15 prochaines années, la levée des sanctions économiques contre l'Iran et au cours des prochains mois, la réouverture progressive du détroit d'Ormuz et l'ouverture de négociations détaillées pendant un mois en vue d'un accord global. Selon des sources régionales, l'Iran devrait fournir aujourd'hui sa réponse à la proposition américaine. Quant au président Trump, il a estimé hier que la fin de la guerre était proche. Selon lui, les Iraniens veulent parvenir à un accord. Nous avons eu des progrès au cours des 24 dernières heures de pourparlers. L'Iran, a-t-il dit, ne peut pas se doter d'armes nucléaires et elle n'en aura pas. Les Iraniens ont accepté cela. Fin de citation. Le reste de l'actualité, hier pour la première fois, Daniel, depuis 3 semaines, Tsahal a bombardé un immeuble à Beyrouth. Oui, apparemment l'armée de l'air israélienne est parvenue à neutraliser le commandant en chef de la force d'élite du Hezbollah, la force Radwan, qui se trouvait dans le quartier de Daria à Beyrouth avec son numéro 2 qui a lui aussi été éliminé. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé hier le Premier ministre et le ministre de la Défense, Israël Katz. Ils ont indiqué qu'aucun terroriste ne bénéficiait d'une immunité quelconque et que la priorité sera de restaurer le sentiment de sécurité pour les habitants des localités frontalières d'Israël. Cette double élimination est intervenue alors qu'un soldat a été grièvement blessé hier par un drone explosif qui est tombé près de lui dans la région de Nakoura, qui est de facto le siège militaire des forces de la FINUL. Un autre soldat a été grièvement blessé durant la nuit et il faut souligner que l'armée de l'air pendant la nuit a neutralisé également un engin explosif tiré par le Hezbollah en direction de l'État d'Israël. Et le front du Hamas à présent, avec une autre élimination hier dans la bande de Gaza. Oui, selon des informations palestiniennes de sources affiliées au Hamas, le fils de Khalil El-Khia, l'un des leaders actuels du Hamas, a été éliminé hier par une frappe qui l'a touché au cœur de la ville de Gaza. Et puis, Tsahal devrait annoncer sous peu la fin des travaux de neutralisation de toutes les infrastructures terroristes du Hamas dans la localité de Beth Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Tsahal a en effet détruit toutes ces infrastructures au sol et dans le sous-sol. Ceci étant, côté israélien, on affirme que le plan de paix de Donald Trump dans la bande de Gaza est actuellement bloqué à l'état mort et que si personne ne vient désarmer le Hamas, eh bien c'est Israël qui s'en chargera. Et puis la crise en Belgique, on en parle autour de la décision d'inculper deux Moalim pour avoir procédé à des brise-milotes à Anvers et qui s'étend. Oui, le Premier ministre belge Bart De Wever a déclaré que son pays respectera la liberté de culte, mais qu'il n'y a pas pour lui la possibilité de s'immiscer dans les affaires de la justice belge qui est indépendante. Le Premier ministre, qui répondait à une question d'un journaliste, a affirmé qu'il y avait une place pour les Juifs en Belgique. S'il n'y a pas de place pour les Juifs en Belgique, il n'y a pas de place pour moi, a-t-il déclaré. Et puis on va terminer ce journal en évoquant le souvenir de Pierre-François Veil qui est décédé hier à Paris. Oui, Pierre-François Veil qui a été bien entendu le fils de Simone Veil. Il avait 72 ans, il est décédé à l'hôpital Georges Pompidou. Il était le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que sa mère avait déjà présidé avant lui, et ce après avoir occupé également les fonctions de président du comité français du Yad Vashem. La Fondation a publié un communiqué de deuil dans lequel elle rend hommage à ce grand dirigeant engagé, courageux et profondément humain. Fin de citation.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps se radoucit, il sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, avec tout de même des températures légèrement en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et sur le littoral, 24 à Beersheva et 30 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS, l'Institut Reichmann, également spécialiste, on va dire, du dossier de la lutte antiterroriste. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur les derniers développements parce que les choses ont changé en 48 heures. On pensait que les Américains, après l'agression iranienne contre les Émirats Arabes Unis, allaient durcir le ton et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Vous pensez, la main sur le cœur, Eli, qu'on va vers un accord ou c'est encore une manœuvre de diversion de la part de Donald Trump ? Non, j'ai l'impression que le président Trump n'a pas le choix. C'est-à-dire, sur le plan politique interne américain, il est très affaibli. Il a plusieurs mois avant les élections en novembre. Et donc, c'est cela qui influe sur ses décisions. Et aussi la crise pétrolière globale. Et à mon avis, je suis complètement déçu. Je vois cet accord, si vraiment ce sera l'accord final, ou l'accord principal, c'est les 14 points, c'est un désastre stratégique. Alors, c'est stratégique pour un président qui a quitté le plan, l'accord du président Obama en 2018. Donc, il est responsable pour tout ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, il y avait seulement de l'uranium enrichi pour une bombe. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'uranium pour 11 bombes au moins. Et en plus, sur le plan, je crois, psychologique, le fait que les leaders, les dirigeants de garde révolutionnaire ont mis le président dans cette situation. Chaque semaine, pratiquement chaque 2 jours, il a changé de tactique et de tentative de changer la situation. Et on voit par exemple que la décision disons, la liberté de navigation qu'il avait décidé il y a 2 ou 3 jours, même l'Arabie Saoudite est contraire et s'est opposée et cela est fini par un fiasco. Et du point de vue psychologique, tant dans l'Iran même, mais aussi dans la région, après que on a vu la faiblesse de tous les pays du Golfe qui n'ont pas répondu à tous les attaques très agressives de l'Iran, les États-Unis n'ont pas donné vraiment une vraie défense anti-aérienne, anti-missile, et même on dit que les dommages aux bases militaires américaines dans la région sont beaucoup plus importantes que celles que l'administration Trump a présentées. Alors effectivement, il y a une forme de déception, mais pourtant, on avait le sentiment qu'en imposant le blocus des ports iraniens, les Américains tenaient le bon bout, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité, ils avaient un véritable levier de pression économique, puisque l'Iran perdait, selon les estimations, quelques 500 millions de dollars par jour. Si on prolonge ce blocage pendant encore quelques semaines, eh bien, l'économie iranienne, elle s'effondrera, et soit on va dire la population descendra dans les rues, soit en tout cas le régime lui-même ne sera plus le même. C'est pourquoi finalement on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. C'est wishful thinking, c'est-à-dire ils avaient espéré de réussir, mais on voit que les bateaux n'ont pas, c'est-à-dire les compagnies maritimes n'ont pas décidé d'utiliser cette défense américaine qui est aussi très faible. Même les navires de guerre ont été attaqués par les petits bateaux iraniens et on a arrêté justement cette stratégie parce que ça ne marche pas. Et je crois que le régime à Téhéran est prêt à toutes les, c'est-à-dire à détruire l'économie du pays pour résister et continuer à garder le pouvoir. Et donc, le fait que chaque semaine, il y a une autre tentative de stratégie dans une situation où les pressions externes et internes sont énormes, combien de temps, même maintenant, c'est-à-dire si on accepte ce plan, c'est un memorandum d'understanding, c'est pas un plan, c'est-à-dire il faut discuter le détail. Chaque 30 jours, il y a un changement. C'est pendant les premiers 30 jours, les Iraniens vont négocier, par exemple,
ont arrêté l'enrichissement pour 15 ans. Ils avaient proposé 10 ans, ensuite ils proposeront 12 ans ou 13 ans, Oui. et donc cela prendra beaucoup de temps. On arrivera au moment dans 30 ou 60 jours où la force militaire navale est déjà épuisée, je crois, dans la région, après tellement de jours sans activité. Il y a le Congrès et le Sénat qui vont arrêter la guerre parce qu'ils ont passé les 60 jours, et il y a les élections qui sont très proches, beaucoup Oui. très proches. Et qu'est-ce que fera le président? Est-ce que dans 60 jours, il va attaquer militairement l'Iran? Alors effectivement, ce sont beaucoup de questions. Maintenant, je vais vous poser une question qui concerne plus Israël que les Américains, parce que finalement, cette attitude du président américain, cette capacité ou cette volonté d'aller régler un accord, même si ça peut être un accord mauvais, c'est pas favorable à l'État d'Israël. L'État d'Israël, finalement, se retrouve pris au piège d'une certaine manière. Oui, pas seulement sur le plan du nucléaire, aussi des missiles, parce qu'on ne parlait pas d'arrêter la construction de nouvelles bases de missiles, et surtout une aide chinoise, par exemple, pour produire, on dit, de 20 000 missiles, ce qui est un danger aussi grand que le nucléaire, et aussi voir que le Liban, la situation au Liban, ce que nous faisons vis-à-vis le Hezbollah, maintenant, c'est officiellement relié à l'Iran. C'est-à-dire, selon cet accord, l'Iran a un pouvoir, un effet, un impact sur ce qui se passe au Liban. Comment est-ce que le gouvernement libanais qui a voulu expulser l'ambassadeur américain, iranien, n'a pas pu le faire parce que le président du Parlement, Berry, n'a pas permis cela, et le Hezbollah aussi. Donc, on est dans une situation pire qu'avant la guerre, avant la guerre de juin 2025. Alors, est-ce qu'on peut envisager un accord entre les États-Unis et l'Iran qui n'implique pas Israël, c'est-à-dire qui permettrait aussi à Israël de continuer le combat contre les Iraniens? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est possible, même du point de vue israélien. Est-ce que les Iraniens accepteront que, par exemple, Israël ouvre le feu et les États-Unis continuent, par exemple, d'utiliser la base militaire aérienne ici en Israël, l'espace aérien israélien, et envoyer des missiles de longue portée, des missiles anti-missiles en Israël? Est-ce qu'ils accepteront? Ils n'accepteront pas. Et donc, ils riposteront contre Israël. C'est une situation aussi difficile parce que le premier ministre Netanyahu est complètement lié à la stratégie américaine. On l'a vu, il ne peut pas vraiment changer. Il va tenter peut-être à convaincre le président Trump de changer de décision, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire le dirigeant Ben Salman en Arabie Saoudite a été plus important, plus influent. Par exemple, quand il a convaincu le président Trump d'arrêter cette dernière initiative de la liberté de navigation dans le Golfe Hormuz. Alors, justement, comment vous expliquez finalement? C'est vrai qu'au début de la guerre, on a salué la coopération, l'étroite coordination entre les États-Unis et l'Iran. Finalement, il n'y avait pas, c'est-à-dire rétroactivement, il n'y avait pas d'autre option que de lancer une opération comme celle-là avec le soutien des Américains. Finalement, on a mésestimé le régime iranien, on n'a pas compris que on s'acharnait contre un ennemi qui est implacable et qui est prêt à sacrifier toute sa population, tous ses besoins pour se maintenir au pouvoir. Moi, j'étais complètement d'accord avec la stratégie d'attaquer l'Iran. C'était peut-être le dernier moment où on pouvait le faire parce qu'on savait qu'il se préparait à construire une vraie bombe nucléaire. Mais la préparation de cette guerre et la manque d'évaluation de la résistance, the resilience, je ne sais pas comment ça dit en français, du régime, a été erronée. Et même sur le plan, je voudrais dire, tactique ou stratégique. L'assassinat du leader Ayatollah Khamenei a
rayé, je crois, une carte importante, parce que c'était le seul qui pouvait convaincre les gardes révolutionnaires et le régime d'accepter un accord beaucoup plus ferme. De la même manière que l'ayatollah Khomeini, en 1988, il a dit je dois boire le poison pour accepter le cessez-le-feu avec l'Irak de Saddam Hussein. Mais il est disparu. Il n'y a pas vraiment un changement de régime dans le sens que hier... Il y a quand même un changement de régime. Il est plus radical parce que son fils, on ne sait pas s'il est... Oui, il y a quand même un changement de régime. Est-ce que je me trompe? Parce que on parlait du régime des mollahs. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai de dire que c'est plus le régime des mollahs, c'est le régime des gardiens de la révolution? C'est un régime militaire, purement et simplement. Oui, parce que pour le moment, je crois qu'il y a il n'y a pas seulement un seul ayatollah, un seul dirigeant religieux. Il y a des dizaines d'ayatollahs et de Hojat qui sont très influents encore à Qom et à Téhéran et qui peuvent changer avec le temps, c'est-à-dire reprendre le contrôle dans une coalition avec les gardes révolutionnaires les plus radicaux. Ouais, on peut tout de même imaginer qu'avec un affaiblissement quelconque, il y a quand même eu un affaiblissement des infrastructures, que les gardiens de la révolution, enfin ceux qui en restent, eh bien vont de facto s'asseoir au pouvoir et prendre le pouvoir et gérer l'Iran au cours des prochaines années. Oui, sans doute, il y a l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran avant la guerre. Voilà. Mais la question c'est est-ce que le régime résiste? Et est-ce qu'il reçoit les ressources à travers les dizaines de milliards de dollars qui vont être envoyés vers l'Iran? Le régime qui va reconstruire avec l'appui même des Européens qui sont intéressés à investir en Iran. Et d'autres, surtout les Chinois même, qui ont promis à l'époque 400 milliards de dollars, et même l'Inde qui est intéressée dans le pétrole iranien. Donc, ils vont en cas de rébellion, que je vois, c'est très possible, mais ils massacreront les citoyens comme avant, et personne n'osera intervenir parce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant ces deux guerres. Alors une dernière question, Élie, vous n'êtes pas géopolitologue de manière officielle, mais vous avez certainement une appréciation. On a parlé des élections américaines du mi-terme qui approchent pour Donald Trump, mais il y a aussi les élections pour Benjamin Netanyahou qui approchent, et on le dit ce matin dans les couloirs du Likoud, une fin de guerre de cette manière, ça va handicaper le Likoud ou même la coalition actuelle pour les prochaines élections. Vous pensez que ça peut effectivement avoir un impact négatif pour le Likoud? Moi, je l'espère bien, parce que c'est une coalition qui a affaibli politiquement et stratégiquement et surtout culturellement Israël. Et on voit comment l'antisémitisme à l'extérieur, qui n'est pas une conséquence de ce que les Juifs font, mais quand même la politique d'Israël a influencé l'isolation d'Israël, surtout en Europe et dans les pays occidentaux, et même dans des pays comme l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça affaiblit beaucoup Israël. Mais le Likoud et surtout ses composantes plus radicales, et surtout les orthodoxes, ils ne vont pas changer. C'est-à-dire sur le plan démographique, c'est très difficile. Oui. Un changement qui pourrait être comme ce qui s'est passé en Hongrie dernièrement ou en Pologne il y a, je crois, 1 an ou 2 ans. Donc, j'espère que finalement, les citoyens comprendront que le gouvernement est responsable. Et Netanyahou, personnellement, est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. C'est la plus grande catastrophe israélienne et juive, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ceux qui soutiennent Netanyahou, une grande partie, on voit dans les polls, c'est-à-dire dans les sondages. Il y a toujours 20-25% de gens qui ne savent pas qui voter. Dans les résultats des enquêtes. Et ça, moi je le considère une sorte de culte
c'est pas seulement disons, des gens qui sont rationnels. Ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre la responsabilité directe du Premier ministre et du gouvernement et du Likoud sur ce qui s'est passé pendant les dernières 3 années. On aura Elie, on aura Elie l'occasion de revenir bien entendu sur l'impact de ce conflit s'il doit se terminer dans les prochains jours et les prochaines semaines sur la campagne électorale qui est en train de débuter, on le voit puisque les élections sont prévues pour le mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup, Dr Elie Carmon, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation complexe dans la région et même de mesurer l'impact de cette situation dans la classe politique israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Elie, à bientôt. Bonne journée. Merci bien. La semaine dernière, le peuple juif a ajouté un nouveau chapitre à l'épopée de son retour sur sa terre. Le 23 avril, 250 hommes, femmes et enfants arrivés tout droit des jungles du nord-est de l'Inde ont atterri à l'aéroport Ben Gurion. Ces immigrants sont des Bnei Ménaché, descendants d'une tribu biblique disparue il y a près de 2700 ans, et leur histoire est l'une des plus fascinantes que le peuple juif ait à raconter. Pour comprendre qui ils sont, il faut remonter au 8e siècle avant notre ère, quand l'Empire assyrien envahit le royaume d'Israël et déportait 10 de ses 12 tribus. Ces 10 tribus disparues des radars de l'histoire sont ce qu'on appelle les tribus perdues. Les Bnei Ménaché se réclament de la tribu de Ménaché, fils de Yosef, lui-même fils de Yaakov. Membres des ethnies Kuki-Mésochine, ils sont établis dans des États indiens du Manipur et du Mizoram, aux confins de la Birmanie et du Bangladesh. Leur tradition orale raconte une odyssée extraordinaire. Après leur déportation du royaume d'Israël, leurs ancêtres ont traversé la Perse, l'Afghanistan, le Tibet et la Chine avant de s'installer dans ces collines verdoyantes du nord-est de l'Inde. Tout au long de ce périple de plusieurs millénaires, ils ont conservé des pratiques qui évoquent sans nul doute possible le judaïsme. La circoncision, l'observation d'un jour de repos hebdomadaire avec allumage de bougies et des prières à un Dieu unique, chose inexistante dans les contrées où ils sont enracinés. Dans leur village aux maisons de bambou, on les voit aussi sonner du chauffard à Rosh Hashanah, sacrifier des poules à Yom Kippour, manger du pain sans levain à Pessah et porter la kippa. Au XIXe siècle, des missionnaires chrétiens ont bien tenté de les convertir, mais quelque chose a résisté. La flamme ne s'est pas éteinte. Et dans les années 50, avec l'avènement de l'État d'Israël, un mouvement de retour clair au judaïsme s'est organisé spontanément au sein de la communauté. Dans les années 1990, avec l'aide de l'organisation Chavé Israël, les premiers Bnei Ménaché ont commencé à faire leur alia. Environ 4000 d'entre eux ont déjà fait le voyage. À leur arrivée en Israël, les Bnei Ménaché doivent tout de même se convertir. Les siècles d'errance puis de conversion au christianisme font que la transmission matrimillénaire du judaïsme, la seule reconnue par la halacha, a été rompue. La conversion vient donc réparer ce fil distendu par l'histoire, leur donnant le statut de membre à part entière du peuple juif, avec tous les droits qui vont avec, se marier, être enterré et vivre pleinement selon la loi juive en Israël. Le chemin des Bnei Ménaché vers Israël n'a pourtant pas été simple. Pendant des décennies, le gouvernement israélien a tergiversé. Les reconnaître ou non comme membres du peuple juif, les autoriser à immigrer? En 2005, le grand rabbin séfarade Shlomo Amar a franchi le pas en les reconnaissant officiellement comme une tribu perdue d'Israël. Mais jusqu'ici, il fallait encore une décision du Parlement pour chaque vague d'immigration. Les portes se sont ainsi ouvertes puis refermées au gré des majorités politiques. Jusqu'en novembre dernier, où l'actuel gouvernement a pris une décision historique, rapatrier l'ensemble de cette communauté, quelques 6000 personnes encore en Inde, d'ici 2030. Nom de l'opération, Aile de l'Aube. C'est ainsi qu'après 6 ans sans immigration de Bnei Ménaché, ce 23 avril, les nouveaux arrivants sont descendus de l'avion sous les acclamations, les larmes et les drapeaux. De jeunes familles rejoignaient des proches installés depuis des années à Nof HaGalil dans le nord d'Israël. Un adolescent de 17 ans attendait son meilleur ami d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis des années. 2700 ans d'exil, des jungles du Manipur aux plaines de Galilée, les Bnei Ménaché n'ont jamais oublié et Israël leur ouvre désormais pleinement les bras.
Et les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin se focalisent sur un document d'une page. Il s'agit, vous l'avez compris, du protocole de principe préparé par Donald Trump et par les Américains afin de mettre fin à la guerre avec l'Iran. Le Yediot Aharonot nous énonce en une ces principes et en priorité la sortie de quelques 440 kg d'uranium enrichi à 60% du territoire israélien. C'est l'une des exigences américaines. Également le gel de l'enrichissement de l'uranium pour les 15 prochaines années, la levée des sanctions économiques et autres contre l'Iran, la réouverture progressive du détroit d'Ormuz et l'ouverture de négociations détaillées pendant un mois en vue d'un accord global. En sous-titre, le Yediot Aharonot souligne qu'hier Donald Trump s'est montré résolument optimiste, mais en Israël on estime que ce document laisse de nombreuses questions sans réponse et que cette situation n'est pas particulièrement à l'avantage d'Israël. Et puis enfin, une estimation sur laquelle nous allons revenir. Au Likoud, on fait pression actuellement sur Binyamin Netanyahou en affirmant sans succès face à l'Iran, nous allons perdre les élections. Et face à cette situation, les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin sont très floues. Le Israël Hayom titre ce matin « Toutes les options restent ouvertes » tandis que le Yediot Aharonot annonce « Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini ». En page 4, le Yediot Aharonot analyse la position des Américains dans ce dossier iranien et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une position particulièrement déroutante. La Maison-Blanche parle de progrès dans les pourparlers avec les Iraniens, mais tout de suite après, le président américain annonce la suspension de l'opération Liberté dans le Golfe Persique et en Israël. On affirme que tout accord, comme celui qui semble se préciser, est une bouée de sauvetage pour le régime des Mollahs. Côté israélien, on a beau dire que l'on n'a pas été surpris par la volte-face de Donald Trump, il n'empêche que le point qui stipule l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium pour les 15 prochaines années ne va absolument pas dans le sens d'Israël qui souhaiterait bien entendu un arrêt définitif et absolu. Dans le Israël Hayom, Ariel Kahana prend le risque de parier que jamais Donald Trump ne signera un accord reposant sur le document révélé hier. Selon lui, Trump ne signera pas de mauvais accords avec les Iraniens. Ariel Kahana nous explique que l'échec n'est pas du tout au programme de Donald Trump. Le président américain est parti en guerre et il a compris l'enjeu historique qui se présentait à lui. Une autre raison qui devrait empêcher Donald Trump de conclure un accord, le fait de ne pas savoir qui est réellement l'interlocuteur iranien et quel est son pouvoir. Quant à Amnon Lord, dans le Israël Hayom, toujours, il affirme que le zigzag du président Trump et de son administration trouble profondément les dirigeants israéliens, des dirigeants qui sont persuadés que si Donald Trump maintient son blocus économique sur les ports iraniens, l'économie de l'Iran s'effondrera dans les 2 prochains mois. Dans la page d'ouverture du Maariv de ce matin, on peut lire une estimation qui s'aligne selon celle d'Ariel Kahana et d'Amnon Lord, dont nous venons d'évoquer l'essentiel. Il s'agit de l'analyse d'un des experts ou ex-responsables du Mossad israélien, Eyal Tzir Cohen, qui ne croit pas, absolument pas, à l'imminence d'un accord. Selon lui, la probabilité d'un tel accord est quasiment nulle. Il explique qu'il n'y a pas du côté iranien de dirigeants capables d'envisager un tel compromis. Et il suffit pour cela de voir les 14 points avancés la semaine dernière par les Iraniens pour un règlement. Il affirme « Le dernier mot n'a pas encore été dit par les Américains ». Et puis les quotidiens et les sites d'information confirment l'élimination du commandant en chef de la force Radwan hier à Beyrouth. C'est même la manchette du Israël Hayom de ce matin qui rappelle qu'il s'agit là de la première attaque israélienne à Beyrouth depuis le début du cessez-le-feu il y a près d'un mois. Le patron de la force Radwan, qui est l'unité d'élite du Hezbollah, a été éliminé, ainsi que son numéro 2 et plusieurs de ses lieutenants, alors qu'ils se trouvaient dans un immeuble de la Daria, le quartier du Hezbollah à Beyrouth. Et Itamar Eichler, dans le Yediot Aharonot, écrit que le premier ministre libanais Nawaf Salam a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, qu'il n'avait pas l'intention de normaliser les relations du Liban avec l'État d'Israël, ce qui ne devrait tout de même pas empêcher la tenue la semaine prochaine à Washington du 3e round des pourparlers entre Israël et le Liban. Et le Yediot Aharonot consacre presque une double page à cette estimation qui vient des rangs du Likoud, selon laquelle, sans victoire face à l'Iran, le parti de droite pourrait perdre les prochaines élections législatives. Yuval Karmi répercute ce matin dans son analyse cette inquiétude des cadres du Likoud. Il explique que l'optimisme au début de l'opération Rugissement du Lion a cédé la place à un réel pessimisme ces derniers jours lorsqu'il s'est avéré que le régime iranien tenait le choc et que Donald Trump accentuait les pourparlers
avec le régime des Mollahs. Les responsables du Likoud sont préoccupés par l'absence de victoire totale, ce terme si cher à Binyamin Netanyahou. Et cette inquiétude est aussi en train de se transformer en colère envers l'intention du Premier ministre de réclamer une dizaine de places éligibles dans la future liste électorale du Likoud aux prochaines élections. Si Binyamin Netanyahou se réserve 10 places pour y intégrer des figures qui se sont distinguées en particulier durant la guerre, alors cela signifie qu'il y aura de nombreux députés qui se retrouveront en octobre prochain en dehors de la Knesset, et cela suscite, selon les quotidiens israéliens, de très vives appréhensions au Likoud. Dans le podcast politique du site Ynet, le ministre de la Justice Yariv Levin repousse les reproches d'inefficacité qui ont été formulés à son égard. Dans ce podcast de plus d'une heure, Yariv Levin évoque pour la première fois le manque de soutien de Binyamin Netanyahou envers sa réforme judiciaire, celle qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué de très puissantes turbulences, on s'en souvient, au sein de la société israélienne au cours des 9 premiers mois de l'année 2023. Par ailleurs, Yariv Levin considère que le gouvernement est parvenu, selon lui, à des succès incroyables durant la guerre contre l'Iran, et il repousse les critiques de ceux qui estiment que Levin, par son approche, conduit Israël vers une forme de dictature. La dictature existe, écrit-il ou affirme-t-il, mais il s'agit de celle des juges de la Cour suprême et je ne renoncerai pas face à eux. Fin de citation. Et puis nous terminerons cette revue de la presse comme nous le faisons le jeudi matin avec les principaux titres et dossiers d'ActuJ qui paraît aujourd'hui en France et en Israël. En première page, le grand quotidien de la communauté juive a choisi de nous aider à mieux décrypter justement les dernières manœuvres politiques en Israël en perspective des élections. Le grand échiquier politique d'Israël, titre l'hebdomadaire, avec en page intérieure des analyses et une interview de la politologue Myriam Shermer. Et puis toujours dans cette édition, un dossier sur les réseaux de la terreur iranienne en Europe, et puis bien entendu une première interview du nouveau grand rabbin de Paris, le grand rabbin Alain Senior. C'est la fin de cette revue de la presse. Eh bien, nous avons le plaisir d'être ce matin en ligne avec Samuel Madar. Samuel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG European Union Watch. Avec vous, je voudrais que l'on aborde un dossier qui est celui de Rima Hassan et en particulier de l'enquête que votre organisation a menée, une enquête et un rapport très détaillé qu'elle a publié récemment, il y a quelques jours à peine, sur ce que l'on pourrait appeler le silence du Parlement européen face à ce qui est interprété comme des dérives de Rima Hassan, effectivement des dérives au cours des derniers mois, des dernières années, depuis qu'elle est députée européenne. Alors d'abord, je voudrais vous poser la question, pourquoi avez-vous décidé d'enquêter sur ce sujet ? Quelles sont les sonnettes d'alarme que vous avez remarquées qui vous ont poussé à enquêter sur ce dossier-là en particulier au sein du Parlement européen ? Écoutez, les sonnettes d'alarme sont multiples, on les compte par dizaines aujourd'hui. Et ce qui m'a particulièrement alerté, c'est justement deux alertes en particulier. La première est en 2024, suite à la présence de Rima Hassan dans une manifestation en Jordanie, en hommage à Ismaël Haniyeh, donc qui était à l'époque chef du Hamas. Suite à quoi, plus de 50 députés français ont adressé un courrier d'alerte à Roberta Metsola, qui est donc la présidente du Parlement européen. Quelques jours plus tard, l'eurodéputée belge Assita Konko, elle aussi, demande une enquête parlementaire à Roberta Metsola. Et 2 ans plus tard, il n'y a toujours pas de réponse. Et 2 ans plus tard, nous avons une triple convocation judiciaire de Rima Hassan, sans qu'il n'y ait toujours aucune réaction du Parlement européen. C'est ce postulat qui m'a alerté. Alors effectivement, comment on explique ce silence du Parlement européen alors que dans le rapport que vous avez rédigé, il y a un précédent, on va dire, c'est le cas d'un député polonais qui s'appelle Braun, si je ne m'abuse, et qui lui a très rapidement suscité une réaction du Parlement européen après ses propres dérives de son côté. Alors, le cas de Gregor Braun est intéressant, effectivement, parce qu'il y a eu une réaction du Parlement européen, aussi parce que les autorités polonaises avaient réagi en alertant. Pour vous donner un petit peu de contexte, un petit peu juridique, rapidement, la levée d'immunité dépend des autorités judiciaires du pays concerné. En l'état, c'est le procureur de la République française qui doit alerter
le Parlement européen afin qu'il y ait une potentielle donc levée d'immunité. C'est un petit peu Roberta Metsola n'a pas compétence à le faire elle-même. En revanche, elle dispose d'autres outils de sanctions qu'elle n'a toujours pas appliqués parce qu'elle ne ressent pas le besoin justement d'étudier la question. C'est ça qui m'interroge également. Alors, c'est-à-dire, la présidente du Parlement européen peut décider de sanctions contre Rima Hassan, mais elle ne peut pas pousser la justice du pays de Rima Hassan à agir. C'est ça, on est d'accord? Si on parle uniquement de la levée d'immunité, ça dépend effectivement d'un coup d'envoi, si j'ose dire, du pays concerné, du pays d'origine de l'élu. Et sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. En revanche, il y a d'autres outils qui peuvent aller du blâme jusqu'à la suppression d'indemnité pour l'élu. Et jusqu'à présent, la seule sanction qui a été appliquée à Rima Hassan est un blâme pour un fait mineur qui était celui d'enregistrer une partie dans l'hémicycle et publier ensuite sur les réseaux. Ah, d'enregistrer oui, au fait. Ce qui n'est pas très maigre comme sanction, compte tenu de l'éventail de la documentation qui est publiée dans le rapport. Alors, comment vous expliquez ce silence du Parlement européen et peut-être même aussi, on va dire, le silence de la justice française? Alors, le silence de la justice française est assez étonnant parce que ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'elle est alertée, qu'il y a également des troubles à l'ordre public qui ont été constatés. On sait que dans plusieurs conférences que Rima Hassan était censée produire, elles ont été annulées pour troubles à l'ordre public. Et il y a également, ce que je documente beaucoup dans le rapport, il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, 35 pages, donc c'est parfaitement documenté. On est aujourd'hui à un tournant. Parce qu'il y a une triple convocation judiciaire, une qui aura lieu le 7 juillet prochain et deux autres qui auront lieu le 16 septembre prochain, notamment pour apologie de terrorisme. Ça, c'est pour la partie juridique. C'est en France, pour être précis, ce sont des initiatives qui sont prises en France, même au sein de la justice française. Exactement. Là où on commence à avoir une interrogation qui est sans réponse, c'est au niveau effectivement du Parlement européen. Parce qu'il n'y a toujours pas de réaction. Il y a un silence de leur part où on a du mal à comprendre ce qu'ils peuvent juger utile ou non à sanctionner. En l'état, oui. Alors comment vous expliquez ce silence, on va, parce que c'est probablement la question centrale de ce rapport. Alors, je n'ai pas d'explication claire et nette. Je peux juste vous dire la réaction qu'a eue le Parlement européen à la suite de la publication du rapport. Parce que le Figaro a publié un article sur le rapport que j'avais réalisé, et la réaction du Parlement était celle-ci, je vous le cite, « Nous ne sommes pas habilités à juger les publications, les propos et les positions de nos élus. » En d'autres termes, tout ce que peut dire Rima Hassan, ça ne les concerne pas, c'est pas leur sujet, c'est pas leur problème. Même ce qu'elle peut faire aussi, même ce qu'elle peut faire, pas seulement ce qu'elle peut dire. Mais par exemple, le fait de dire j'invite les franco-palestiniens à aller rejoindre la résistance armée, ce n'est pas un problème pour le Parlement européen. Ils n'ont pas de droit de regard. Dire le Hamas a une c'était quoi son propos ? Le Hamas a une action légitime, ce n'est pas leur problème non plus. Et des propos comme ceux-ci, c'est toujours pas leur problème. C'est là qu'on a du mal, si vous voulez, à saisir quelles peuvent être les lignes rouges du Parlement européen. C'est ça que je pointe dans ce rapport. Alors vous avez une réponse, vous, personnelle ? Si je l'avais, je l'aurais déjà dite. Malheureusement, je peux pas. Non, ça veut dire, est-ce que vous avez, on va poser la question clairement. Est-ce que Rima Hassan bénéficie au sein du Parlement européen de soutien qui peut-être la met à l'abri de toute démarche judiciaire et de toute levée de son immunité parlementaire ? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le silence invite à toute interprétation, y compris celle-ci, évidemment. Et que le meilleur moyen de pouvoir rompre ces interprétations diverses et variées qui peuvent même aller, soyons fous, jusqu'à la théorie du complot si on en a envie, le meilleur moyen de rompre ces interprétations, c'est justement de répondre, c'est justement de réagir et c'est justement de statuer dessus. Et on n'y est pas. Et alors, vous voulez dire que même en dépit des pressions, même de dizaines de députés, d'eurodéputés, eh bien, il n'y a pas de mouvement au sein de la présidence du Parlement européen ? Écoutez, en 2024, ce sont quand même plus de 50 députés français
qui ont adressé ce courrier à Roberta Metsola. Il n'y a jamais eu de réponse. Jamais. On ne parle pas d'un petit pays, hein. On parle de la France, qui est peut-être le plus grand pays d'Europe. Et il n'y a pas de réponse. Moi, ça m'interroge, ça me préoccupe. Et comme vous le dites, la réponse à tout ça, qu'est-ce que c'est ? À chacun de se faire sa propre réponse, parce qu'il n'en donne pas. Le cas Hassan, tel que vous le décrivez, c'est totalement unique au sein du Parlement européen. Il n'y a pas d'exemple comparable, à part donc ce cas de Braun, du député polonais, qui peut ressembler à ce cas-là de silence. Il y avait le cas d'un autre député, dont je vous retrouverai le nom un petit peu plus tard parce qu'il m'échappe, qui avait effectivement eu des sanctions. Et justement, la question, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce que dans certains cas, le Parlement européen est capable de dire pourquoi il les sanctionne, et pourquoi dans d'autres cas, il est incapable de dire pourquoi il ne sanctionne pas. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures qui est assez incompréhensible d'un point de vue légal. Quand je dis légal, j'essaie de vous dire que le Parlement européen n'est pas là pour se soustraire à la juridiction nationale. En revanche, elle dispose d'outils de sanctions internes qu'elle est capable d'appliquer, mais qu'elle n'applique pas. Alors, quels sont les leviers de pression dont vous disposez, dont on peut disposer pour modifier une telle situation au sein du Parlement européen ? Alors moi, personnellement... lorsque je dis votre association, mais je suppose que vous avez une capacité de lobbying auprès de députés, que ce soit des députés français, mais ça peut être aussi des députés européens qui adhèrent à ce genre de préoccupations. Moi, je ne me considère pas comme étant un lobbyiste. Je me considère comme étant ce qu'on appelle un watchdog, c'est-à-dire un garde-fou du Parlement européen, qui est là pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre les valeurs prônées par le Parlement européen et ce qu'elle applique en réalité. C'est pour ça que ce rapport existe. C'est justement pour pointer du doigt l'écart qu'il y a entre les valeurs qui sont prônées par le Parlement européen et l'application de ces valeurs qui manque cruellement aujourd'hui. Et vous n'avez pas de... C'est-à-dire, c'est embarrassant de dire qu'il y a des preuves, il y a un rapport détaillé comme le vôtre, et puis ça ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que, il n'y a pas de volonté de la part du Parlement européen, de son infrastructure, de poursuivre une enquête telle que vous l'avez menée auprès de Rima Hassan. Écoutez, à défaut de pointer du doigt le silence du Parlement européen, il en touche surtout l'impuissance du Parlement européen. Oui. C'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de faiblesse. Donc j'ai du mal, si vous voulez, à comprendre à la fois le silence du Parlement européen et à la fois, en même temps, cet aveu de faiblesse criant dans ce silence. Alors finalement, peut-être qu'au bout du compte, c'est lui donner trop d'importance à Rima Hassan que d'entamer tout ce type de démarche en sachant que finalement, peut-être que ça n'a pas d'impact véritable. Je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a deux manières d'affronter cette situation. La première manière étant, nous aussi, d'être dans le silence et finalement de laisser un boulevard, une autoroute à Rima Hassan pour continuer de tenir ses propos. Et l'autre voie qui est celle justement de continuer d'alerter, de prévenir et de faire en sorte que ce qu'elles disent ne soit jamais accepté tant que ces propos ne sont pas acceptables, qui à mon sens ne sont toujours pas acceptables. Un dernier point. Moi, je me maintiens dans cette deuxième partie. Un dernier point, les audiences qui sont prévues en juillet, en septembre, elles peuvent aboutir à une condamnation quelconque ? Tout à fait. Et c'est là qu'on sera très vigilant, parce que si, effectivement, on arrive à avoir une condamnation de Rima Hassan, alors qu'attendra le procureur de la République pour enfin demander une levée d'immunité parlementaire ? Voilà. Eh bien, on peut espérer que justement ces deux démarches, donc dans quelques mois, puissent peut-être faire bouger les choses, parce qu'effectivement, on le voit, il y a une forme de rigidité au sein du Parlement européen. On peut la comprendre quand on connaît un peu d'une certaine manière l'attitude de l'Europe envers l'État d'Israël et on va dire la tendance très pro-palestinienne d'une partie importante des députés du Parlement européen. On peut la comprendre, on peut certainement pas la justifier, mais on peut la comprendre. Merci beaucoup, Samuel Madar, d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour ce rapport important rendu public ces derniers jours sur le silence du Parlement européen concernant les activités et les propos de Rima Hassan. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi.
avons le plaisir d'être en ligne avec monsieur le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui. Bonjour, Boker Tov, monsieur le grand rabbin. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, parce qu'en Israël, eh bien, cette affaire de Mohalim qui sont traduits devant la justice belge parce qu'ils ont tout simplement fait une Brit Mila, des Brit Mila, et que ça n'a pas plu apparemment à la justice, que ça a enfreint apparemment certaines règles de la justice belge. Eh bien, tout cela fait beaucoup de bruit en Israël, il faut bien l'avouer. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à mieux faire le clair sur cette affaire. On en a parlé déjà il y a quelques mois avec une initiative à l'époque de l'ambassadeur des États-Unis en Belgique qui s'était élevé contre, on va dire, ces condamnations, en tout cas cette volonté de traduire en justice des Mohalim. Où on en est aujourd'hui, monsieur le grand rabbin? Expliquez-nous. Oui, en fait, le problème vient du fait que ce soit un juif religieux d'Anvers qui s'appelle Monsieur Friedman qui a provoqué, je dirais, toute cette histoire, puisque c'est lui qui a suscité la plainte contre les Mohalim, puisqu'il a déposé plainte contre eux pour un acte illégal. Pourquoi il a fait ça? Comment? Pourquoi il a fait cela? Parce que c'est un homme qui a toujours cherché à nuire aussi bien à la communauté juive qu'à Israël. Okay. Par exemple, on l'a vu auprès d'Ahmadinejad, quand Ahmadinejad était président de l'Iran. Oui. Il fait partie de ces orthodoxes de ces ultra-orthodoxes qui soutiennent le régime iranien. C'est cela que l'on voit de temps en temps manifester. Non, mais surtout, c'est un homme qui cherche vraiment à nuire aussi bien à la communauté juive qu'à Israël. Et alors, le drame, par exemple, même tout le problème de la shrita au niveau européen. C'est aussi un problème en Belgique. Qui a déposé plainte auprès de la Cour européenne de justice. Et donc, finalement, comme dit le prophète, alors, tes destructeurs sortent de toi. C'est nous qui sommes un peu les victimes de cette énergumène. Alors, concrètement, où on en est, c'est-à-dire la justice est intervenue et elle a voulu sanctionner deux Mohalim, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la justice est intervenue, elle a fait une enquête et le procureur aujourd'hui, a envoyé les Mohalim et chose plus grave, tous les parents. Il y a 200 parents qui ont fait des Brit Mila à leurs enfants pendant l'année devant le conseil, devant la cour le conseil. Donc maintenant, on va voir ce que le juge va décider. Et évidemment, on est en train de faire tout pour que les choses trouvent une solution. Alors, concrètement, je voudrais que nos auditeurs comprennent bien. Est-ce qu'il est aujourd'hui autorisé de faire une Brit Mila par un Moël sans, on va dire, le contrôle d'un médecin, urologue ou autre? Aujourd'hui, tout est permis. Il n'y a aucune interdiction tant que le juge ne s'est pas prononcé. Mmh. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que, d'une part, nous avons la loi belge qui interdit la pratique d'un acte médical à quelqu'un qui n'est pas habilité à le faire, comme un Moël n'a pas l'autorisation de poser un acte médical. Mais d'un autre côté, la Brit Mila est un acte religieux et la religion est protégée par la Constitution belge. Et alors, donc, nous sommes là devant deux libertés, deux valeurs fondamentales
qu'il va falloir essayer de conjuguer et de concilier. Oui, alors justement, ça va pas être tout à fait facile, mais quels sont les instruments juridiques que vous avez dans la communauté en tant que grand rabbin pour expliquer que, en fait, il s'agit d'une pratique religieuse et que cette pratique, elle est réalisée depuis des millénaires par le peuple juif? Bien, il y a d'abord le premier point, c'est le précédent. Le précédent, c'est que si pendant des centaines d'années, la Brit Mila a été pratiquée sans causer aucun dommage, donc nous devons continuer cela. Et puis deuxièmement, ils vont pas faire rentrer toute la communauté juive en prison parce qu'ils collaborent, puisque ce sont eux qui demandent au Moël de pratiquer un acte soi-disant qui va devenir illégal. C'est impossible. Donc, aussi bien le juge que le politique doivent essayer de trouver une solution comme il existe dans d'autres pays d'Europe ou en Israël. Est-ce qu'il s'agit là d'un reflet de la situation de tension qui existe pour les Juifs de Belgique, en Belgique ces dernières années, en particulier par rapport à la place que prend l'islam dans ce pays, le plat pays de Jacques Brel? Apparemment, les musulmans aussi auraient dû être concernés. Et oui, effectivement, bien entendu. Parce qu'eux aussi font la circoncision. Mais pour eux, il n'y a pas de problème parce que eux, d'abord, ils font les circoncisions dans les hôpitaux, dans un cadre médical structuré, sous la supervision d'urologues confirmés. Donc le problème est différent que chez nous. Oui, et donc, est-ce que on a entendu les déclarations du Premier ministre belge qui disait qu'il n'avait pas la possibilité de s'immiscer dans les affaires de la justice belge, mais qu'il espérait qu'il allait y avoir une solution. En tout cas, il a dit, répondant à une question, dites-moi si je ne me trompe pas, il a dit si les Juifs de Belgique devaient partir, alors moi aussi je devrais partir. C'est un peu ce qu'il a dit? Oui, mais bien sûr qu'il y a, comme dans tous les pays démocratiques, il y a une séparation entre le juridique et le politique. Et généralement, le politique ne doit pas s'immiscer dans les décisions juridiques. Mais tout ça, c'est théorique. Oui. Vous comprenez bien qu'il y a toujours des passerelles entre la justice et le politique, et il faut trouver une solution. Bon, et vous pensez qu'il y aura une solution? Moi, je considère personnellement que la Belgique n'est pas un pays antisémite. Il y a évidemment une tension aujourd'hui au niveau politique. Il y a une tension, on n'aime pas beaucoup en Belgique Trump et sa politique, mais je ne pense pas, et je suis sûr, que la Belgique n'est pas un pays antisémite. Bon, eh bien, il faudra patienter de voir comment la justice déterminera, donc effectivement tranchera à propos de cette situation, donc de ces deux Moalim. Les deux Moalim, bien entendu, ils sont en liberté, hein, il faut le préciser. Oui, ils sont en liberté et ils exercent leur art sans aucune limite, pour le moment. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier. On verra dans les prochains mois s'il y a une issue favorable. Voilà, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. À bientôt. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt.